Alors, bonjour aux gens des médias. Très heureux de vous voir ici aujourd'hui en si grand nombre. Je pense que vous êtes très représentatifs des médias que nous avons dans la circonscription de Berthier, dans la Naudière. Écoutez, d'abord, j'espère que je ne vous ai pas fait sortir de vos vacances pour vous présenter à ce point de presse, ce bilan de fin de session. Je sais que certains d'entre vous, et moi-même d'ailleurs, auront l'occasion de prendre des vacances durant l'été. En tout cas, je vous le souhaite à tous. Je pense que c'est nécessaire de prendre de telles vacances. Bilan de session, oui, bilan de session, donc je dirais de janvier à aujourd'hui. Session très mouvementée, très active, avec des moments forts, bien sûr. Et nous vous avons distribué communiqué de presse ainsi qu'une annexe qui vont, je pense, pouvoir vous guider tout au long là, de l'intervention que je fais ce matin avec vous pour ce bilan. Alors donc, je débute immédiatement en termes de bilan. Je commencerai évidemment dans la circonscription et je commencerai par le santé et services sociaux. Alors, vous vous rappellerez sûrement que le C3S, donc le C3S du nord de la Naudière, avait mis en place une nouvelle façon de faire à Lavaltrie, notamment sur les prélèvements. L'idée, je pense, était très louable et très bonne, sauf qu'on a dû regarder à nouveau la façon de faire pour s'assurer que le service soit optimal et maximiser finalement les chances que les gens puissent se prévaloir du service. Et donc, on a vu, je pense que certains d'entre vous ont couvert l'événement, fin des quotas de prélèvement sanguin à Lavaltrie. Donc, je pense que le C3S était très à l'écoute et très ouvert, ainsi que l'agence, pour justement pouvoir mettre fin aux quotas, parce que ça engendrait, comme vous avez pu le voir, des files d'attente très tôt le matin, dans des conditions parfois très difficiles pour les gens. Donc, fini les quotas à Lavaltrie, premier point. Autre point, CLSC de Saint-Alphonse demeure ouvert. On se rappellera là encore que le C3S avait regardé d'autres avenues, d'autres façons de faire, c'est tout à fait correct, sauf qu'on a décidé, en fait, on a pris l'initiative, je vous dirais, moi et M. le maire, d'assurer toutes les personnes autour de la table, que ce soit l'agence, que ce soit les gens du C3S, pour regarder de quelle façon on pourrait peut-être en arriver à une solution qui serait acceptable et qui serait dans le meilleur intérêt, finalement, des gens de Saint-Alphonse et des municipalités environnantes. Je pense que c'est un beau résultat qu'on a obtenu. Vous avez couvert l'événement, on a vu les communiqués et on a vu aussi les articles de journaux concernant ce travail-là. Donc, beau travail. Je pense que c'est vraiment la volonté de l'ensemble des acteurs d'arriver à une solution qui va permettre justement au point de service du CLSC de Saint-Alphonse de rester ouvert et même, à la limite, d'avoir certaines bonifications. On parlera, entre autres, au niveau des infirmières rurales qui vont se mettre en place. Là. On commence par Saint-Alphonse, mais il y aura d'autres annonces qui vont suivre pour la suite des choses. On se rappellera aussi qu'il y a eu de la part de ma collègue Véronique Yvon l'annonce des troubles d'envahissement-développement, des sommes additionnelles pour permettre une prolongation des services des personnes qui ont besoin justement de services au-delà de l'âge de 21 ans. Ça aussi, ça a été très bien couvert par le monde journalistique de la région. Autre point, j'ai demandé à ma collègue, ministre du Travail, Mme Agnès Maltais, de pouvoir nous donner un coup de main à l'égard de certains groupes, ici, certains organismes qui œuvrent sur le terrain dans la circonscription de Berthier. Je pense notamment au comptoir alimentaire de la Haute-Matawini, comptoir alimentaire L'Essentiel de Lavaltrie, La Ruche à Saint-Damien, la Clé familiale Saint-Barthélemy, Source de vie de Saint-Gabriel. Donc, nous aurons de bonnes nouvelles sur le plan financier, sur le plan monétaire, je dirais. Nous aurons de bonnes nouvelles à annoncer à ces organismes-là sous peu. Moi, j'ai la confirmation là, de Mme Maltais qu'elle va donner un petit coup de pouce sur le plan financier pour aider ces organismes-là à continuer ce qu'ils font très bien déjà, mais à avoir des moyens supplémentaires en termes financiers. M. Villeneuve, juste permettez-moi, oui. J'ai de la difficulté avec mon cours Sténo 101. Oui. Vous avez mentionné le comptoir d'Essentiel, mais le précédent que vous avez mentionné, quel est-il? Tout est dans l'annexe, M. Villeneuve. Oui, vous savez, le comptoir alimentaire de la Haute-Matawini. Merci. Voilà. Et il y a aussi, vous allez retrouver l'essentiel de ces choses-là dans l'annexe. Il y a aussi, j'ai eu le privilège et le bonheur, finalement, de remettre un chèque de 10 000 donc du discrétionnaire de Mme Véronique Yvon au travail de rue Brandon. On sait que ces gens-là font un travail formidable. On sait aussi que le travail de rue Brandon a été identifié par le milieu comme étant un organisme, finalement, là, je vous dirais, essentiel, nécessaire pour la bonne suite des choses à Saint-Gabriel, pour aider nos jeunes, justement, pour qu'ils puissent avoir un soutien, un appui, de l'aide, des conseils de travailleurs de rue. Donc, ce 10 000 $-là de Véronique va permettre, justement, au groupe de continuer leur fantastique travail. Je vous amène en éducation.
En éducation, on a eu, et ça aussi c'était couvert par vous, mais c'est un bilan, donc évidemment, il y aura un peu de redondance. On a eu l'embellissement, donc des sommes d'argent qui ont été allouées pour l'embellissement des cours d'école dans Berthier, soit à Sainte-Élisabeth et Saint-Jean-de-Mata. Donc, ça va permettre justement à nos jeunes d'avoir des cours d'école qui vont être, je dirais, là, plus agréables et plus sécuritaires aussi en même temps pour les jeunes élèves. L'école L'Érablière aussi à Sainte-Élisabeth, pas Sainte-Élisabeth, excusez-moi, à Saint-Félix, où on a remis un montant de 3 000 $ qui vient de Marie Malavoie, ministre de l'Éducation, pour du matériel, acheter du matériel pédagogique pour les élèves en difficulté. Je vous dirais, pour l'éducation, je m'arrêterai là parce que je ne pense pas que la solution se trouve seulement avec des aides financières, mais je pense que la solution au niveau de l'éducation, c'est d'abord et avant tout, il faut se le rappeler, l'affaire de tous. Hein, nous sommes tous appelés à travailler pour la réussite de nos jeunes et moins jeunes en éducation. Et vous connaissez tous le proverbe africain qui dit que ça prend tout un village pour élever un enfant. Et je pense que c'est une bonne façon de voir les choses pour justement s'assurer que nos jeunes puissent avoir la chance, finalement, de se développer et atteindre leur plein potentiel. Je vous amène dans les infrastructures. Et là, je sais que certains d'entre vous ne seront pas déçus de l'annonce qu'on va faire. C'est un peu des annonces surprises ce matin qu'on vous fait. D'abord, vous savez, le pont de la rue Montcalm à Berthierville est fermé depuis 2008. Il devrait être démoli sous peu. Il y a eu d'ailleurs, à ce titre-là, encore une fois, on voit qu'on est bien couvert par le monde journalistique dans Berthier, parce qu'il y a eu aussi des articles qui ont paru dans les journaux locaux émanant de certaines mains de personnes qui sont ici. Très bons articles d'ailleurs, donc il sera démoli sous peu. La bonne nouvelle, c'est que présentement, je travaille avec le ministre et il est très, 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 très favorable à ce qu'on remette un pont. Mais non seulement qu'on remette un pont, il faut se rappeler que le pont de rue Montcalm, c'est aussi le chemin du Roi. Et en ce sens, je dis toujours à ceux qui veulent bien m'entendre que lorsqu'on intervient sur le chemin du Roi, il faut toujours penser patrimoine, patrimoine bâti, patrimoine environnemental, paysager, etc. Et dans ce cas-ci, ce qu'on regarde présentement avec le ministre, et on fait plus que le regarder, je vous dirais qu'il y a certains travaux qui se font présentement, ça serait d'un pont signature. Donc, ce ne serait pas un vulgaire, excusez-moi l'expression, un vulgaire pont pour passer des véhicules automobiles, là, mais ce serait un pont signature qui s'inscrirait directement dans le chemin du Roi, dans la route verte. Et donc, je ne vous en dis pas plus. Ce que je vous dis, par contre, c'est que je travaille très, très fort et le développement, là, finalement, de l'idée, du concept est présentement sur certaines tables à dessin. Je ne vous en dis pas plus. Alors, je vous mets l'eau à la bouche et attendez-nous jusqu'à l'automne. On aura des précisions davantage par rapport à ça. Autre point, le rang du Berthollet. Encore une fois, on a vu des articles dans les journaux et on comprend aussi la surprise des gens, on comprend. J'ai discuté avec M. le maire de Sainte-Geneviève, M. Richard... excusez-moi, c'est pas drôle. M. Richard Giroux, voilà, un ami à moi en plus, et j'en oublie le nom. Alors, j'ai discuté avec Richard et ils ont eu une réunion de conseil hier. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là. Ils ont eu une réunion de conseil hier et ce qu'ils ont fait, ils ont fait une demande directement au ministre, M. Gaudreau, Sylvain Gaudreau du MTQ, pour avoir un soutien financier pour justement procéder le plus rapidement possible au rechargement au niveau de la pierre pour l'assise de la route et évidemment l'asphaltage du 1,6 km. Vous me corrigerez sur les dixièmes de kilomètre. Là, je crois que c'est 1,6 ou 1,8 km à asphalter. Et ce qu'ils ont dit hier en conseil, c'est que finalement, si le ministre octroyait les sommes, et donc ils attendent finalement la lettre du ministre pour procéder. Donc, moi, je vous dirais qu'ils vont procéder assez rapidement parce que pour ce qui est de ma part, pour ce qui est de moi, j'ai discuté directement avec le ministre et le ministre m'a confirmé qu'il y aurait une somme appréciable qui serait débloquée pour permettre finalement que l'asphaltage du rang Berthollet se fasse le plus rapidement possible. Donc, pour la municipalité, c'est une question de temps, d'attendre de recevoir la lettre de confirmation. En bons gestionnaires qu'ils sont, et c'est ce qu'ils doivent faire, attendre évidemment la lettre qui permet de procéder en ayant évidemment dans cette lettre-là une somme qui serait accordée. Et la municipalité, évidemment, aurait assumé un montant. Et je ne vous donne pas de montant, je ne vous donne pas ça. On va attendre que la municipalité de Sainte-Geneviève reçoive la lettre et qu'elle fasse elle-même l'annonce. Travail sur les infrastructures souterraines à Saint-Alphonse. Comme vous le savez, Saint-Alphonse de Rodriguez avait un projet de mettre en place étang aéré et donc aussi, évidemment, captage des eaux usées dans le village de Saint-Alphonse. La municipalité, le conseil municipal et les élus municipaux ont toujours voulu en faire un peu plus et c'est correct. On a eu une annonce il y a 2 ans
d'un montant de 15 millions environ pour justement aller de l'avant avec ce projet-là. La municipalité demandait à ce que la rue, la 347, en tout cas la route 343 qui passe pas dans le village, mais en fait c'est une route ni plus ni moins de contournement du village, qui est à 2 voies. Alors ce qu'on a réussi à attacher avec la direction régionale, avec le MTQ, avec le ministre, c'est qu'il y a une route à 3 voies, donc une voie pour tourner à gauche. Ce faisant, ça va permettre à la municipalité de pouvoir connecter finalement les commerces qui sont sur la 343. Et ça, c'était une demande de la municipalité depuis plusieurs années. Ils voulaient faire le projet de collecte des eaux usées, donc mettre en place des étangs aérés, système de pompage, système de conduite, mais ils voulaient aussi s'assurer de collecter les eaux usées des différents commerces qui se trouvent sur la 343. Ariel est parti vérifier si j'ai le bon numéro de route, là, mais on va l'appeler 343 pour l'instant. Donc, de s'assurer que les commerces soient branchés sur le réseau parce que c'est un apport important en eau usée et ils voulaient régler ce problème-là. Donc, présentement, la municipalité est à négocier un protocole avec la direction régionale pour aller de l'avant. Pour les gens de Saint-Alphonse, je pense que c'est une excellente nouvelle. En tout cas, le conseil municipal, c'était ses vues, c'était sa façon de voir le projet qu'ils voulaient mettre en place. Alors maintenant, à eux de s'entendre avec le MTQ pour un protocole pour y arriver. Monsieur, c'est bien la 343. Évidemment, vous vous rappellerez, on a fait l'annonce aussi. J'ai participé à l'annonce avec Paul-Émile Ottawa, le chef Atikamekw de l'Arena à Manawan. Là encore, je ne vous apprends rien, mais tout simplement le souligner à nouveau. Donc, un aréna qui sera construit à la Manawan. Il y a une aide d'1 million qui provient du secrétariat aux affaires autochtones dans ce dossier-là. Infrastructures souterraines, vous savez, on a fait des annonces à Saint-Félix et à Berthierville. Donc, des annonces qui cumulent plusieurs millions, les deux ensemble, pour justement s'assurer, en termes d'eau potable, notamment pluviale, donc que des travaux se fassent. Il y aura, en 2014, réfection de la rue Desjardins à Mandeville. C'est une demande qui est là depuis très longtemps, de la part du conseil, de la municipalité et de moi-même, je vous dirais, pour avoir été marcher la rue durant la campagne électorale, lorsqu'il pleuvait un peu. Je peux vous dire que oui, elle mérite d'être refaite. Et donc, pour 2014, la rue à Mandeville la rue principale sera réasphaltée à nouveau. Il y a eu aussi l'annonce de la caserne de pompiers à Saint-Côme. Donc, on va de l'avant. On va de l'avant avec la caserne de pompiers à Saint-Côme. 70 % des coûts admissibles seront assumés par le ministère. Je vous amène en tourisme. En tourisme, nous avons réussi à donner un bon coup de main au musée Gilles Villeneuve pour justement qu'ils puissent organiser les événements qui sont directement liés à leur 25e anniversaire. Encore là, je ne vous donne pas de montant, je ne veux pas faire de jaloux, mais c'est des sommes intéressantes, appréciables, qui vont permettre, comme les autres dossiers que je vais vous énumérer, qui vont permettre justement à ces événements-là de prendre leur envol et de se réaliser de belle façon. Maison Louis Cyr, un autre événement où on va participer par l'entremise. Juste peut-être revenir sur le musée Gilles Villeneuve, les ministères les collègues finalement, qui ont bien voulu participer à même leur discrétionnaire. On parle du ministère du Transport du Québec, donc M. Gaudreau. On parle du tourisme, Pascal Bérubé, et on parle de l'occupation du territoire. Alors, M. Lalièvre, donc, qui ont participé au montage financier pour donner un coup de pouce au musée Gilles Villeneuve pour son 25e anniversaire. Pour la maison Louis Cyr, on parle d'une aide encore là intéressante qui va permettre au musée Louis Cyr de pouvoir là, aller de l'avant avec ses différents projets parce qu'on sait que la maison Louis Cyr a beaucoup de projets. D'ailleurs, ceux qui ont eu la chance d'aller à la projection de la première du film, j'ai pas pu y être malheureusement, mais j'irai durant l'été voir le film assurément. Donc, c'est une aide, encore une fois, du ministère de la Culture, de M. Makakoto, qui vient de donner un coup de pouce à cet organisme-là pour pouvoir aller de l'avant. On se rappellera aussi la troupe de théâtre, certains d'entre vous étaient là lors de la présentation, Advienne que pourra, troupe de théâtre, et là, on parle d'un montant fort substantiel qui a été fourni, entre autres, par Véronique Yvon, moi-même par mon discrétionnaire ici, et donc un montant fort intéressant qui va permettre l'envol ou la poursuite finalement de la troupe Advienne que pourra. Et on se rappellera que c'est à même la roulotte de M. Bissonneau que la troupe se déplace là, de village en village, j'oserais dire, pour justement présenter le spectacle. J'invite la population à aller voir avec les enfants, mais même les adultes. Moi, j'ai eu la chance de voir les 10 premières minutes de la pièce. Je crois que c'est 80 jours autour du monde, de Jules Verne. C'est tout à fait emballant, extraordinaire. Les acteurs sont fantastiques. Évidemment, l'histoire, je pense que les gens la connaissent un peu, mais amenez vos enfants, puis même les adultes, allez voir ça. C'est vraiment très bon. Je vous amène en environnement.
En environnement, on a eu le soutien de Mme Ouellette, donc Martine Ouellette, du ministère des Ressources naturelles, pour soutenir un organisme, l'Association du barrage du lac La Galette. Donc, ce montant-là va lui permettre justement de faire certains travaux autour du lac. On a eu aussi une aide qui a été accordée toujours par Martine Ouellette dans le cadre de la Société d'interprétation de conservation et de recherche de Berthier et ses îles, une aide pour justement l'achat d'un véhicule d'entretien, soit l'entretien durant l'été du sentier ou aussi pour les pistes de ski de fond, parce qu'on sait que, encore une fois, j'invite la population à aller là, Berthierville, la commune, allez voir ça, la Cirbie. C'est magnifique. Vous pouvez y aller à pied, en raquette l'hiver ou en ski de fond l'hiver. Il faut aller voir ça. C'est un milieu tout à fait environnementalement parlant, je dirais zen. Il y a la faune et la flore est à découvrir. Autre point, nous avons donné un coup de main aussi à Agir Masquinongé. Agir Masquinongé qui met en place un aménagement éducatif. Donc, encore une fois, c'est avec l'aide, ce coup-ci, de notre ami Monsieur Yves-François Blanchet, ainsi que moi-même, pour que, justement, l'Association de la gestion intégrée de la rivière Masquinongé, AGM Masquinongé, puisse procéder à cet aménagement éducatif. Maintenant, je vous amène dans la Naudière. Dans la Naudière, évidemment, santé, équité en santé. Vous vous rappellerez, certains d'entre vous étaient là lors de la campagne électorale. Lors de la dernière campagne électorale, Véronique Yvon, Nicolas Marceau et moi-même avons donné un point de presse avec en toile de fond l'hôpital de Joliette, où on indiquait que si la population nous conviait le pouvoir, nous permettait d'aller finalement assumer les responsabilités du pouvoir, que nous travaillerions sur l'iniquité en santé. On sait, pour faire une histoire courte, que les chiffres du vérificateur général nous amènent à dire que nous sommes à moins 42 millions par rapport aux autres régions du Québec. Donc, il y a un manque à gagner de moins 42 millions. Le ministre Hébert a annoncé, il n'y a pas tellement longtemps, que de moins 42 millions, nous allions descendre à moins 31 millions la première année. C'est fait, c'est chose faite, c'est en marche présentement. Dans le comté, ça a des répercussions sur le terrain. L'annonce de Véronique Yvon, ma collègue, en TED, découle en partie de cette annonce-là de mettre fin à l'iniquité en santé. Donc, promesse tenue à ce terme-là. 22,5 donc de l'écart. On a réduit l'écart de 22,5 ça, c'est en une année. Alors, imaginez maintenant 4 ans où on reviendrait à ce moment-là à une équité avec toutes les régions du Québec. Je pense que c'est une bonne chose, une belle chose. Il fallait le faire après 10 ans. Là, ça devenait urgent de procéder justement à cette correction-là. Infrastructure, eh bien, 159 millions pour la région de la Naudière. Je vous dirais que la bonne nouvelle, c'est que c'est attaché avec le Conseil du Trésor. Donc, ça va se faire. Les travaux vont se faire. Ce n'est pas une question d'argent. L'argent est là. C'est convenu avec le Conseil du Trésor. C'est attaché, comme on dit, en langage courant. Les argents sont attachés, donc les travaux qui seront identifiés seront réalisés. Et évidemment, on s'attend, avec ce 159 millions, à faire plus de millage. Vous l'avez dans votre communiqué, là, à faire plus de millage avec 159 millions, vu la commission Charbonneau, étant donné, vu que maintenant, les différents organismes sont maintenant dans l'obligation d'obtenir, entre autres pour les projets de 40 millions et plus, d'obtenir l'autorisation de l'AMF et de l'UPAC pour pouvoir avoir accès à ces contrats publics-là. Et là, de moins 40 millions, on va descendre tranquillement. Tranquillement, on va descendre pour finalement, en bout de piste, à la demande de certaines municipalités. Une municipalité pourrait demander, moi j'ai un contrat de 100 000 à donner ou 1 million à donner, pourrait faire la demande à l'AMF pour s'assurer que les entreprises qui vont... la Ville de Montréal s'est prévalue d'ailleurs de cette disposition-là de la loi pour justement s'assurer que les gens qui vont travailler sur le terrain seront des gens accrédités par l'AMF et reconnus comme tels. Donc, on prévoit faire beaucoup plus de millage avec l'argent d'aujourd'hui qu'avec l'argent il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Maintenant, je vous amène en tourisme. Vous n'êtes pas sans savoir que M. Bégubé est venu à Joliette dernièrement. Il est venu faire une annonce, donc un 760 000 pour le renouvellement du Fonds de développement touriste La Naudière. C'est une bonne nouvelle. On sait à quel point, entre autres, je pense à Saint-Michel-des-Saints, qui, avec la crise de la forêt, ont su se tourner sur un dissous, si je peux dire ça comme ça, et réorienter ou orienter différemment leur économie
pour passer finalement à garder la forêt, bien sûr, mais aussi faire du développement touristique. Et je pense qu'ils font un très bon travail. Maintenant, assurément que ces sommes-là vont venir donner un coup de main supplémentaire à Saint-Michel-des-Saints, mais à l'ensemble de la région Lanaudière. On a une très belle région. On a une région authentique avec des gens accueillants, chaleureux et des gens authentiques. Alors, il n'en tient qu'à nous, à notre travail pour finalement développer et maximiser le plein potentiel de ce qu'on a à offrir. Je vous amène en famille maintenant. Famille, vous le savez, il y a eu 1425 nouvelles places annoncées à 7 $. Là-dessus, il y a 42 places à Saint-Côme. Donc, nouveau CPE, c'est tout nouveau. C'est la municipalité qui est maître d'œuvre. 31 places à Berthierville, 80 places à Lavaltrie et 27 places à Lanoret. À Lanoret, ça nécessitera nécessairement l'agrandissement de l'installation existante. Je vous reparle de foresterie. Vous savez, encore une fois, ça a été annoncé par différents journaux. Il y a 1 million de dollars, et ça, on peut le dire ce coup-ci parce que le montant a été publicisé, effectivement. Il y a 1 million de dollars et il y a 25 projets qui sont présentement en cours, qui vont être en cours de réalisation ou qui sont en cours de réalisation en ce moment dans la Naudière, ce qui est une bonne nouvelle pour les travailleurs forestiers, ce qui est une bonne nouvelle pour les pourvoiries, ce qui est une bonne nouvelle pour tout le secteur forestier de la Naudière. Au niveau national, alors, vous rappelez que depuis notre élection, le gouvernement a promulgué 4 lois afin d'assurer l'intégrité. Il y a eu la loi 1. D'abord, la loi 1 qui vient forcer les entreprises à montrer patte blanche. Ceux qui veulent transiger avec l'État, avec les deniers publics, devront montrer patte blanche. Ils devront donc démontrer qu'ils sont en tout respect de la loi 1. On a ajouté à ça la loi 10, la loi municipale qui touche le monde municipal, les élus municipaux. La loi 10, ce qu'elle vient dire finalement, c'est que si un élu municipal qui est accusé au criminel pour une infraction passible de plus de 2 ans d'emprisonnement, alors le temps que les tribunaux statueront sur l'élu en question, un citoyen ou le procureur général du Québec peut demander à un juge de regarder la situation pour s'assurer que l'infraction sur laquelle pèse l'élu ne vienne pas nuire à sa fonction, à sa charge publique. Donc, la loi 10, en gros, c'est ça, c'est le juge qui va ultimement décider si l'élu doit se retirer temporairement. Et là, je vous fais grâce des autres dispositions, mais évidemment, il y a d'autres dispositions relativement à la loi 10, mais la plus importante, c'est celle-ci. Donc, de pouvoir démettre le temps qu'on fasse la lumière sur les charges ou les accusations qui pèsent sur l'élu soient clarifiées. Évidemment, contribution limitée à 100 $. On a vu, on est passé de 3 000 il y a 2 ans à 1 000 l'an passé, qu'un citoyen peut donner à un parti politique à 100 $. Maintenant, on est à 100 $. Toute personne au Québec peut donner, s'il est sur la carte électorale, sur la liste électorale, pas sur la carte, mais sur la liste électorale, peut donner 100 $ à un parti politique, maximum. Il n'y a aucun retour d'impôt. Donc, c'est vraiment 100 $ jusqu'à de 0 à 100 $, mais pas plus, c'est le maximum. Et l'État vient compenser les partis politiques. Et c'est à coût nul, parce qu'avant ça, on se rappellera que lorsque les gens donnaient 400 $, il y avait un retour d'impôt de 310 $ que l'État redonnait sur le rapport d'impôt aux citoyens qui donnaient 400, s'ils en faisaient la demande, bien sûr. Ça, c'est aboli. Et ce faisant, l'État pratiquement fait le changement là, de fonctionnement là, à coût nul. Donc, maintenant, les partis politiques vont être augmentés en termes de vote. Un parti politique qui obtient 1 million de voix va voir le montant d'argent pour chaque vote augmenter. Donc, ça vient compenser les argents nécessaires à faire une campagne électorale. Et évidemment, on se rappellera aussi que de 12 millions, le maximum qu'un parti politique pouvait dépenser durant une campagne est descendu à 8 millions. On considère que ces sommes-là seraient nécessaires pour faire une campagne électorale à travers tout le Québec. Je vous amène maintenant... je ne vais pas oublier les élections à date fixe. Alors vous, les journalistes, je pense que ça va être fort agréable. Vous allez pouvoir planifier vos vacances. Peut-être pas pour celle-ci qui s'en vient, parce qu'évidemment, c'est un gouvernement minoritaire, mais pour les prochaines. Alors, lorsqu'il y aura un gouvernement majoritaire, il y aura une élection à date fixe. Donc, on saura 4 ans à l'avance, quel jour, quelle heure ça va se dérouler. Donc, pour l'élection, ça va permettre une meilleure planification. Ça va permettre au directeur général des élections aussi des économies. Parce que là, lorsqu'il sentait qu'il y avait une élection qui s'en est, il devait réserver des locaux, il devait appeler du personnel et pour peut-être parfois, par moment, se retrouver à dire, bien finalement, c'est fausse alerte, le gouvernement n'ira pas en élection. Alors, on jouait un peu au chat et à la souris, là. Ça devenait difficile pour tout le monde. Alors, et c'est une loi, je tiens à le souligner, qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. C'est quand même pas rien. Alors, voyez-vous, un gouvernement minoritaire peut faire de belles et de grandes choses. C'est le cas présentement pour l'élection à date fixe. Ressources naturelles, agriculture.
La Charte du bois, donc édifice de 6 étages au lieu de 4. Maintenant, les édifices en bois pourront comporter 6 étages. Pour la foresterie, c'est une bonne nouvelle. Le bois est une matière noble, utilisons-la. Et on a perdu un petit peu, je dirais, entre guillemets, avec certaines réserves, mais on a perdu un petit peu, je vous dirais, là, au niveau des ingénieurs, on a perdu un petit peu ce réflexe-là de penser bois. Alors là, maintenant, il va falloir le retravailler. On a l'expertise, maintenant il faut la répandre davantage. On a l'expertise et maintenant il y a une volonté politique qui s'inscrit là-dedans pour s'assurer qu'on utilise davantage le bois dans les édifices. Donc on passe de 4 étages à 6 étages. Il y aura une évaluation obligatoire de la solution au bois pour tout contrat de construction gouvernementale. Donc avant de construire un édifice, on devra penser bois pour s'assurer justement, est-ce qu'il y a des structures, est-ce qu'il y a des ornements, est-ce qu'il y a différentes choses qu'on peut faire dans la construction de l'édifice qui pourraient comporter l'élément bois. Encore une fois, c'est une matière noble, il faut l'utiliser. On a des gens de compétences, puis on a aussi, évidemment, la ressource. Hein? Ce n'est pas la ressource qui manque au Québec quand on parle de bois. Il y aura de la formation sur le bois dans les maisons d'enseignement. Et il y aura, évidemment, des conditions favorables à l'innovation pour le développement de produits à valeur ajoutée. Dernier point, souveraineté alimentaire. Souveraineté alimentaire, donc les établissements publics, écoles, hôpitaux, garderies seront incités à s'approvisionner en produits locaux. Je pense qu'on envoie là un signal fort. L'État envoie un signal très fort avec un P et avec un F hein, pour s'assurer qu'on va consommer les produits du Québec. Je pense que c'est une sacrée bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, d'autant plus que vous le savez, nous faisons, moi personnellement, je le fais aussi régulièrement, la promotion de l'achat local pour toutes sortes de raisons, que ce soit environnemental, que ce soit économique ou social et même culturel. Le bois est un matériau qu'il faut utiliser davantage. Le bois, excusez-moi, pas le bois, mais le bois aussi. Mais tout ce qui s'appelle les produits alimentaires, on doit davantage les acheter chez nous. Quand on achète Québec, on achète fraîcheur, puis on achète aussi, d'une certaine façon, qualité, et en plus, on fait travailler le monde d'ici, le monde de chez nous. Donc, approvisionnement, on parle, je le disais tantôt, là, les hôpitaux, les garderies, les écoles, ils vont être incités à s'approvisionner en produits locaux. Les serres ont droit à des tarifs d'électricité adaptés. Alors ça, c'est quand même intéressant parce qu'on produit évidemment beaucoup d'horticulture en serre, mais on produit aussi beaucoup de produits du terroir, donc des produits légumes, etc. Et la production des terres agricoles sera resserrée. La protection des terres agricoles sera resserrée. Vous savez, il y a des mouvements à l'international présentement. Il y a beaucoup de pays qui ont des sommes colossales, je vous dirais, d'argent à leur disponibilité. Je pense à la Chine, je pense à certains pays arabes qui achètent des terres dans différents pays présentement. Et on veut s'assurer qu'au Québec, on puisse préserver ces terres-là pour, justement, d'abord et avant tout, notre consommation à nous. Parce que, juste vous rappeler un chiffre, présentement, c'est 33 % des produits agricoles du Québec qu'on consomme ici. Nous, ce qu'on vise, c'est de dépasser le 50 %. Donc, il faut acheter davantage et à ce moment-là, on produira davantage et ça fera boule de neige pour l'économie, autant pour l'économie que pour nos producteurs. Et évidemment, l'aide à la relève sera bonifiée. Ça met fin un peu au bilan. Ça ne se veut pas un bilan exhaustif. Tout n'est pas là. On a essayé de prendre les points qui ressortent le plus. Évidemment, il y a beaucoup de travail qui se fait en circonscription. Au niveau local. Il y a beaucoup de travail qui se fait aussi au niveau régional et au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, c'est un bilan qui se veut, je vous dirais, positif. Et là, je veux juste ajouter un petit point, parce que vous allez me dire, certains me diront, un bilan, en général, celui qui le présente, c'est toujours un bilan positif. Je vous avouerai qu'au plus profond de moi-même, je considère que c'est un bilan très positif. Jamais oublier que nous travaillons comme gouvernement, et c'est ce que la population a voulu nous confier comme mandat, un mandat minoritaire. Nous travaillons donc dans une situation minoritaire et je pense qu'on réussit à faire de belles choses tout en respectant le choix des Québécois, que ce soit un gouvernement minoritaire. Alors écoutez, merci beaucoup de vous être présenté, c'est très gentil à vous. Je sais qu'on est on est le 3 juillet, alors en pleine période estivale, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes vacances. Prenez-en, c'est important. Mais pas trop longtemps. On veut vous revoir d'ici 2 semaines. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom est Marcel Sabourin. Vous regardez
CTRB TV.